Bonjour et bienvenue dans ces nouvelles minutes d'histoire. Tout le monde connaît Doc Brown et sa DeLorean qui voyage dans le futur en l'année 2015, puis revient dans le passé au Far West avant de laisser Marty McFly la détruire dans les années 80. Aussi extraordinaire qu'elle puisse paraître, la DeLorean est bien une voiture de série. Elle est née de l'imagination de John Zachary DeLorean qui, dans les années 70, a rêvé de construire son propre coupé de sport. Nous sommes le 20 octobre 1982. Les journaux font leur chou gras de l'arrestation de John Zachary DeLorean pour trafic de drogue. Voilà qui clôture une aventure commencée en 1975 à Motor City, la cité des moteurs, capitale de l'automobile américaine et aussi appelée Détroit. C'est là que sont échafaudés les premiers plans de la voiture. Si son aspect est proche du produit qui sera finalement fabriqué, les dessous sont par contre bien différents. Avec l'aide d'un ancien ingénieur de Pontiac, William Collins, DeLorean développe une auto exceptionnelle. Complètement décalée par rapport au reste de la production américaine, l'homme d'affaires tease une auto à la technologie avancée, mais surtout plus respectueuse de la sécurité et de l'environnement. Oui, déjà. Les choses avancent très vite et le premier prototype dénommé DSV commencera à être assemblé dès le mois de mars 1976. DeLorean souhaite une voiture durable dans le temps, tandis que les autres constructeurs américains misent sur un achat de voitures neuves tous les 5 ans pour les ménages moyens. Le châssis est développé grâce à une nouvelle méthode, l'Energy Reservoir Molding. Un stratifié de fibres de verre est placé dans un moule chauffé dans lequel est injectée une résine qui polymérise immédiatement avec la chaleur. La coque ainsi obtenue est censée être légère et solide tout en étant virtuellement imputrescible. La carrosserie en acier inoxydable est collée sur la structure ERM, rendant l'ensemble très durable. Des matériaux naturels et l'usage de plastique recyclé dans l'habitacle renforçaient cet aspect écologique de l'auto. En tout cas pour le prototype. Pour la motorisation, c'est un groupe motopropulseur original qui est choisi en raison de sa compacité, mais aussi en raison de son image futuriste à cette époque. Le moteur à piston rotatif Wankel est à la mode. Tous les constructeurs le veulent pour booster leur image novatrice. AMC souhaite le mettre dans sa Pacer, Chevrolet dans une impressionnante Corvette quadrirotor. Et Mercedes-Benz fait tomber des records de vitesse avec ses prototypes C111. D'autres constructeurs se lancent également dans l'aventure de ce moteur, seuls ou en association. Citroën et NSU décident de plonger dans le grand bain ensemble et créent une entreprise commune appelée Comotor en 1967. De l'usine luxembourgeoise sortiront les moteurs des NSU Aero 80, des Citroën prototype M25 et des GS Birotor. Pourtant, ce moteur révèle bien vite ses limites. Peu fiable et peu adapté à la conduite sur route en raison d'un manque de couple, il souffre en plus d'un défaut rédhibitoire dans cette période de crise pétrolière. Il consomme énormément de carburant. Les GS et Aero 80 enregistraient souvent des consommations de plus de 25 litres au 100, chiffre seulement dépassé par les supercars aux performances sans mesure. Seul Mazda continuera à développer ce moteur jusqu'à nos jours, malgré la certitude de se trouver sur une voie de garage, comme l'ont prouvé toutes les tentatives de multiples constructeurs. Après moultes efforts, ils finiront tout de même par lui faire gagner les 24 heures du Mans, mais surtout grâce à un concours de circonstances. Donc, en 1976, DeLorean contacte Comotor pour avoir le Wankel Birotor dans sa voiture. Comotor n'est pas en mesure de répondre favorablement dans un premier temps, mais Citroën fournit un 4 cylindres pour le prototype. La voiture est présentée en grande pompe en octobre 1976 et l'accueil du public est fantastique. Son style est parfaitement dans l'air du temps avec une forte ressemblance avec les Maserati de l'époque. En effet, les Merak par exemple ressemblent très fortement à la DeLorean. Et c'est d'ailleurs tout à fait normal puisqu'elles ont été dessinées par le même designer en Italie, Italdesign. Moderne avec sa peau brillante, son intérieur classieux et surtout ses impressionnantes portes-papillons, l'auto fait envie. Et de nombreuses précommandes tombent. L'envers du décor n'est pourtant pas aussi radieux. La technologie châssis ERM se révèle impossible à industrialiser à grande échelle et Comotor met la clé sous la porte. En 1977, le constructeur n'a plus ni châssis ni moteur. Voilà qui est ballot pour construire une voiture. DeLorean se tourne alors vers Colin Chapman, fondateur et ingénieur en chef de Lotus, pour lui trouver une solution.
Lotus est en bon terme avec Renault qui lui fournit à l'époque les moteurs de l'Europa, moteur également présent dans les Renault 16 TX ou les Alpine par exemple. Trop petit, ce moteur sera écarté au profit du V6 PRV dans sa définition 2,8 litres catalysé. Avantage supplémentaire, ce moteur est utilisé par les 3 marques qui se sont associées pour le construire: Peugeot, Renault et Volvo. Or, ces 3 constructeurs vendent leurs autos aux États-Unis, et le PRV est déjà homologué par les autorités américaines. Après les folles dépenses des débuts, l'heure est aux restrictions budgétaires, et ce type d'économie n'est pas à négliger. Pour le reste, Colin Chapman va au plus simple. Il supprime les matériaux exotiques ou recyclés et modifie le châssis-poutre de la Lotus Esprit pour lui greffer l'ensemble moteur-boîte Renault en porte-à-faux arrière. Le reste de la structure sera fait en fibre de verre et polyester sur laquelle seront collés les panneaux en inox. En parallèle, John Zachary de L'Oréal avance sur le site de production de la voiture. Il se tourne vers des pays où il peut disposer d'aides gouvernementales pour soutenir financièrement son projet. En effet, les premiers financements sont surtout supportés par un prêt de la Bank of America et les sommes versées par les futurs concessionnaires et clients. Tout d'abord intéressé par une implantation en République d'Irlande, le projet est rejeté par le pouvoir en place. L'homme d'affaires se tourne alors vers Puerto Rico. Pourtant, c'est tout de même l'Irlande qui accueillera l'usine au final, mais dans sa partie britannique. Les bâtiments voient le jour en 1978 à Dunmurry, dans la banlieue de Belfast, en Irlande du Nord. Anecdote qui aurait pu être cocasse si elle n'était symptomatique de comportements intolérants ayant détruit de nombreuses vies, l'usine est équipée de 2 accès pour bien séparer les personnels catholiques et protestants. Au départ prévu pour rentrer en production en 1979, la DMC-12 aura 2 ans de retard et les livraisons commencent en 1981. Pour les clients, la découverte de l'auto à la livraison est une véritable douche froide. Au départ prévu pour une commercialisation à partir de 12 000 $, la voiture en vaut plus du double. En raison de personnel totalement inexpérimenté à l'usine et de process de production mal maîtrisés, les voitures livrées sont de véritables catastrophes ambulantes. Des centres ouvrent aux 4 coins du pays pour résoudre les soucis des premiers clients. Ces quality centers, surnommés couacs humoristiquement par le public, plombent l'image et les finances de l'entreprise. Et comme si cela ne suffisait pas, la voiture présentée comme un coupé sportif se traîne lamentablement en raison d'un PRV étouffé par les normes anti-pollution. Ce sont 130 pauvres percherons qui tentent de faire bouger le lourd coupé avec élégance mais bien peu de brio. Un prototype biturbo verra le jour, mais il n'eut pas le temps d'être mis en production. Il aurait pu rendre la voiture nettement plus plaisante à conduire en raison d'un excellent châssis. L'intention était bonne, mais trop tardive. Pire, la voiture de production est nettement plus haute sur pattes que le prototype en raison de la réglementation, lui donnant un aspect étrangement tout-terrain. Le souci sera résolu par les clients eux-mêmes en coupant une spire de ressorts à l'avant pour les installer à l'arrière et en mettant les ressorts arrière non modifiés à l'avant. Cela permet de descendre la voiture de près de 5 cm, lui redonnant un look plus agréable. Le châssis, quant à lui, est aussi une source de problème. Réalisé dans un acier classique, son traitement anti-corrosion mal réalisé laisse la rouille s'installer. De nombreux châssis doivent être remplacés car totalement rouillés quelques mois après leur production. La carrosserie n'est pas non plus exempte de défauts. Dépourvus de peinture, les éléments de carrosserie ne sont pas réparables. Il faut systématiquement les remplacer après un accroc. Certains tenteront tout de même de les peindre, mais l'oxyde de chrome présent à la surface du métal empêche une bonne adhérence. La peinture pèle alors lamentablement. L'autre particularité de la carrosserie de la DMC-12 était qu'elle était censée être amagnétique. Pourtant, elle attire la poussière comme un aimant, et sitôt nettoyée, elle se recouvre de nouveau de poussière quasiment instantanément. Enfin, l'aspect monochrome de la voiture gêne certains clients. Les ingénieurs de l'usine tentent de développer un vernis transparent pour garder l'aspect brut du métal tout en proposant plusieurs teintes. Le vernis ne donne pas satisfaction, il pèle comme la peinture et le projet est abandonné. Enfin, même les portes papillons sont un nid à soucis. Très lourdes, elles sont maintenues en position par 2 dispositifs. Des vérins à gaz et des barres de torsion. La qualité très inégale de ces dernières et leur sous-dimensionnement fera de l'ouverture des portes une véritable épreuve d'haltérophilie. Beaucoup d'autos avaient des ailes pendantes au désespoir de leurs propriétaires. Enfin ça, c'est lorsqu'ils arrivaient à les ouvrir. Les faisceaux et clenches électriques des portes fonctionnaient aléatoirement et de nombreux clients subirent de grands moments de solitude enfermés dans leur auto. Avec des incendies fréquents liés à une mauvaise réalisation du circuit d'alimentation en carburant, il y avait de quoi perdre confiance et ne plus oser entrer dans sa voiture.
L'année 1981 se clôture avec des ventes catastrophiques, une qualité déplorable et une rentabilité absente. Alors que les prévisions donnaient une rentabilité de l'entreprise aux alentours de 10 à 12 000 autos produites par an, le fait de ne pas avoir atteint ces chiffres, en plus des réparations et ajustements qui ont été nécessaires pour que les voitures roulent, ont encore dégradé les finances de l'entreprise. Une grande partie des soucis de qualité sont pourtant résolus à partir de 1982 et la voiture se voit dotée d'une garantie 5 ans ou 80 000 km, alors qu'auparavant, elles étaient vendues sans garantie du tout. Waouh! C'est pas aujourd'hui qu'on pourrait refaire ça. Pourtant, DeLorean va mal et son patron prend son bâton de berger pour trouver des financements et continuer l'aventure. Mais sans succès. En ultime recours, DeLorean tente de regrouper toutes les filiales de l'entreprise sous une holding unique destinée à être introduite en bourse. Le projet est bien vite abandonné en raison des faibles perspectives de survie de la société. DeLorean ne baisse pourtant pas les bras et essaye de trouver de l'aide auprès du gouvernement britannique. Malgré les 2500 emplois en jeu, c'est un refus qu'essuie l'homme d'affaires. Pourtant, le refus n'est pas catégorique, et si DeLorean trouve une autre source de financement, l'État britannique se propose de le compléter. En désespoir de cause, il se tourne alors vers une offre de financement un peu particulière. Des investisseurs se présentent avec une offre alléchante, mais les fonds sont basés sur le commerce de la cocaïne. Le dos au mur, John Zachary DeLorean accepte le deal et sera arrêté pour cela le 20 octobre 1982. Et pour cause, les soi-disant investisseurs sont des agents du FBI et de la DEA. L'ensemble de l'affaire est une chose trappe montée par le gouvernement américain, dont DeLorean sortira blanchi par les tribunaux, mais pas par l'opinion publique. Il déclarera plus tard « M'achèteriez-vous une simple voiture d'occasion avec une telle réputation ?» Et il avait raison. Les dernières voitures sont achevées à l'usine fin 1982 avec les pièces restantes de la faillite. Toutes les pièces, machines, droits intellectuels et autres sont rachetées par la société Capac. Les pièces sont distribuées par les différents clubs DeLorean et assurent encore aujourd'hui la pérennité des autos encore en circulation. Ce sont un peu moins de 9000 voitures qui auront vu le jour et les 2/3 d'entre elles circulent encore, selon les estimations des spécialistes. En 1995, Stephen Wynne acquiert les droits de la marque ainsi que les machines, moules et autres matériels survivants. En 2011, les premiers projets de faire renaître la voiture en petite série apparaissent en utilisant un moteur plus moderne que le vénérable PRV, devenu trop polluant pour les nouvelles normes. Une DMC EV, donc électrique, est même présentée avec une batterie lithium-ion de 30 kWh et un moteur donnant de réelles performances à la voiture. Ce dernier projet est d'ailleurs toujours en suspens, mais pourrait bien voir le jour dans les prochaines années, en raison d'une législation naissante sur les voitures de petite série aux États-Unis. John Zachary DeLorean ne verra pourtant pas la renaissance de son rêve, puisqu'il est décédé en 2005 à Summit, dans le New Jersey. Quelle passionnante histoire que celle de la DeLorean, vous ne trouvez pas? Au moins aussi passionnante que celle à laquelle la voiture a participé pour devenir la star mondiale que l'on connaît dans le film Retour vers le futur. Mais au fait, pourquoi Robert Zemeckis s'est-il tourné vers cette auto pour son film? On ne peut faire que des suppositions, mais les habitudes de Hollywood peuvent nous donner des indices. Premièrement, la voiture a une gueule phénoménale. Et ça, c'est sûrement le premier argument en faveur de la DeLorean, mais ce n'est sûrement pas le seul. Lors des tournages, les voitures étaient souvent laissées à tourner au ralenti entre les prises pour être chaudes en permanence et disponibles pour les scènes d'action. Les voitures américaines de l'époque n'aimaient pas trop ça. Tourner des heures et des heures au ralenti, dérégler leur carburateur et causer souvent des problèmes de surchauffe. Pendant ces années-là, on voyait souvent des Volvo ou des Mercedes dans les films, parce qu'elles supportaient très bien ce type de contraintes. Or, le PRV n'est peut-être pas si brillant que ça, mais il est fiable. Et ceci est probablement le second argument pour le choix de la DMC-12. Et enfin, à cette époque, les DeLorean étaient fuis comme la peste par le public en raison de leur réputation désastreuse, et donc se vendaient pour une bouchée de pain. Les 3 voitures utilisées pour le tournage n'ont presque rien coûté à la production, et en plus, la marque n'existant plus, elle ne posait aucun souci de droits commerciaux. Des 3 autos du film, une seule a survécu. Elle est exposée au musée Petersen de Los Angeles. La seconde a été découpée pour les gros plans intérieurs et la 3e a été détruite lors de la scène finale du 3e film lorsqu'elle est percutée par un train. La voiture fera des apparitions dans de multiples séries et films, parfois avec des références à Retour vers le futur, mais pas toujours, comme dans Ready Player One par exemple.
Elle sera parfois maquillée, comme dans les saisons 2 et 3 de la série Le Juge et le Pilote. Elle remplace la première voiture basée sur une réplique de McLaren M6 GTR trop petite pour l'acteur Brian Keith. Et enfin, pour finir cette évocation non exhaustive des apparitions de la DMC-12 dans la pop culture, je ne pouvais laisser passer sous silence la destruction gratuite et inutile de plusieurs DeLorean en parfait état par le présentateur controversé Jason James, dans son émission non moins controversée Monster Garage. Voilà, c'en est fini de cet épisode des Minutes d'Histoire. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura plu, et si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et un petit commentaire pour booster le référencement de la vidéo. Merci d'avance. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route. Prenez soin de vous. Ciao!